au prix de quels sacrifices? Entre le travail, la garderie et le mari, qu'est-ce qu'il leur reste? Et comment explique-t-on, malgré toutes les difficultés que cela peut poser, pourquoi tant de femmes de 40 ans veulent, comme on disait à l'époque, partir pour la famille? Mais avant, nous avons pour vous un reportage sur l'histoire bouleversante d'une mère qu'on a séparée de sa petite fille. On se retrouve après la pause. Autochtones, ce sont tous des contrebandiers. Vous souvenez-vous du roman et du film Jamais sans ma fille? Vous savez, c'est cette histoire d'une Américaine qui racontait la bataille qu'elle avait dû mener pour retrouver sa petite fille. Eh bien, une histoire semblable est peut-être en train de se dérouler ici même au Québec. C'est le cas de José Verville, de Victoriaville. C'est une histoire qui commence simplement, comme toutes les histoires d'amour, mais qui est vite devenue un cauchemar. Linda Barry, qui est journaliste à Québec Magazine, s'est intéressée à l'histoire de José Verville. Elle est avec nous pour nous présenter son reportage. Bonsoir, Linda. Bonsoir. Est-ce que j'ai raison quand je fais l'analogie avec le film et le roman, là, Jamais sans ma fille? Oui, vous avez raison. Il y a une certaine analogie à faire, quoique ce n'est pas tout à fait pareil. Dans le cas de Betty McMoody, cette Américaine-là, elle était mariée avec un Iranien. Elle est allée avec lui là-bas en Iran. Pas du tout réussi à s'adapter à la culture iranienne et s'est enfuie de l'Iran et est retournée aux États-Unis avec sa fille. Dans son cas, à elle, c'est une histoire qui s'est... en tout cas, pour elle, c'est une histoire qui s'est bien terminée, pas nécessairement pour son mari. L'histoire de José Verville ressemble un peu à ça aussi parce qu'elle marie un Français, elle va vivre en France et n'arrive pas du tout à s'adapter à la culture française. Elle n'est pas du tout heureuse là-bas. Au bout d'un certain temps, bon, elle a une enfant là-bas, une fille, Élodie, et au bout d'un certain temps, elle s'enfuit de la France pour revenir ici au Québec avec sa fille. Et c'est là, en fait, où tous ces problèmes commencent. Et là, on regarde le reportage et on va voir ce qui se passe dans son cas. On se retrouve après le reportage. On peut pas oublier un enfant, puis qu'on aime, puis qu'on tient. Et Élodie, c'est une partie de moi-même. On m'aurait coupé les jambes, ça aurait fait pareil. Moi, elle va toujours me manquer. Je vais toujours être malheureuse pour le restant de mes jours. Ça, je peux rien. José Verville a 26 ans. Elle habite Saint-Albert de Warwick, un petit village des Bois-Francs, à 175 km à l'est de Montréal. Assistée sociale, elle mène depuis un an une campagne désespérée pour récupérer sa fille. Élodie, qui a 2 ans et demi, habite en ce moment en France avec son père Olivier Pierremont. Ils vivent à Angers, une ville située à 250 km au sud-ouest de Paris. Après une suite rocambolesque de tentatives d'enlèvement de la fillette, Olivier s'est vu confier la garde provisoire d'Élodie. Est-ce que c'est possible pour toi de refaire ta vie ici et d'oublier Élodie? Non, je ne peux pas oublier ma fille. Non, pas du tout. Non. C'est comme... C'est comme ça on m'amputerait pour le restant de mes jours. Toute cette histoire, en fait, commence à Victoriaville en 1989. Olivier travaille alors au noir dans un garage et il espère immigrer définitivement au Québec. Un soir, dans un bar, un ami le présente à José. Il est tellement gentil, tout ça, tellement souriant, beaucoup d'humour. Ben, coudonc, on est tombé en amour. 6 mois plus tard, il se marie à Angers. Avant Olivier, José n'avait jamais rencontré un Français et n'était jamais allée en Europe. Elle s'installe en France parce que le Canada refuse la demande d'immigration d'Olivier. Le temps passe et Élodie vient au monde le 3 octobre 1991. Mais José n'arrive toujours pas à s'adapter à la France. En février 1993, sans dire un mot à son mari, elle fait sa valise, prend sa fille et rentre chez sa mère. Comment tu trouvais ça? Comment tu te sentais, toi, quand tu étais en France? Seule. Parce que j'avais pas ma famille, c'est pas la même culture, c'est pas le même langage, puis
Puis bon, ben, c'est pas le même langage dans le sens, eux autres, ils ont pas les mêmes mots quand ils prononcent. Bon, puis nous autres, on parle un peu à moitié québécoise, puis québécoise, là. Ben, moi, au début, j'aimais ça, parce que bon, quand je leur parlais, les autres, ils partaient à rire. Ah, ben, allez, continue, tout ça. Ah, c'est le fun, vas-y, parle. On comprend rien, mais c'est pas grave, parle. Ben là, je parlais, mais ben des fois, je parlais dans le vide, parce qu'à un moment donné, bon, ben c'est bien beau, là, la québécoise, là, t'as assez parlé, c'est bien beau, mais on comprend rien. Pourtant, c'est la même langue. Oui, c'est la même langue, mais nous autres, au Canada, eux autres, pour eux, on parle le vieux français. À part une manière différente de parler, c'était tout un fossé culturel qui séparait Josée de sa belle famille. Sa belle-mère, dit-elle, l'a obligée à ne plus porter de jeans et l'a forcée à couper ses cheveux parce qu'elle était devenue trop attirante pour les autres hommes. À chaque fois, je faisais à manger, mais moi, c'était des repas américains, des hot dogs, des hamburgers, des pains de viande. Non, ben là, c'est trop épicé, c'est pas bon, vous mangez mal. Bon, nous, on mange bien, on fait des andouillettes, des andouilles, de la cervelle, c'est de la cervelle de mouton, là. Ou maintenant encore des rognons, ou des choses avec plein de petites sauces, là. Josée prétend aussi qu'après son mariage, son mari l'a forcée à avoir des relations sexuelles. Mais elle dit que c'est surtout l'isolement dans lequel elle vivait qui était devenu insupportable. Là, je me sentais vraiment moins que rien. Tout ce que je faisais, c'était toujours de travers. C'était un enfer pour moi. Puis, moi puis ma fille, ben, écoute, donc, j'ai décidé pour mon bien de partir rejoindre ma famille au Canada. Mais 5 jours après son retour, son mari arrive au Québec et enlève à son tour Élodie dans le but de la ramener en France. Il se rend aux États-Unis, mais averti que la police le recherche, il revient, se livre aux autorités et fait face à une accusation d'enlèvement. Élodie est alors remise à Josée et à sa famille. Moi, je la prenais tous les matins, je la changeais, je la faisais manger, j'aimais ça. Je jouais avec, je me roulais à terre. J'avais tellement de fun avec. Mais le plaisir ne durera pas longtemps. La Cour supérieure du Québec ordonne à Josée de remettre Élodie à Olivier. Le juge considère que, selon la Convention internationale de la Haye, Josée aurait violé le droit de garde du père en quittant la France sans le prévenir. Le 11 mars 1993, Josée et sa famille, déchirés, se rendent au bureau de l'aide juridique de Victoriaville. C'est là qu'il remet Élodie à un journaliste de la région qui, lui, est chargé de la rendre à son père. Fait que là, elle a fait ses adieux. Et à moi et à ma famille, parce que ma famille était toute là. Par la suite, j'ai remis l'enfant à mon journaliste, qui lui a rentré dans l'aide juridique. Et après, je l'ai plus revu. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Se faire arracher de son enfant. Comme ça. Et j'aurais aimé ça. La garder pour moi tout seul. Puis qu'il vienne la voir de temps en temps. Se faire arracher son enfant, puis tu penses, si tu la regardes, puis quand tu regardes, mais c'est quand que je vais t'en voir. À partir de ce moment-là, Josée n'a plus jamais revu sa fille. Sa famille se contente maintenant de regarder ce vidéo enregistré peu après la naissance d'Élodie. Dans les Bois-Francs, une campagne de financement a été mise sur pied pour venir en aide à Josée Verville, qui n'avait ni les moyens d'aller en France, ni ceux de se payer un avocat. Pendant ce temps, Olivier Pierremont, que nous avons rejoint chez lui, n'entend pas lui non plus lâcher prise. Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'Élodie vienne vivre ici au Canada? Ah bah moi, je vais tout faire pour que ça ne se fasse pas. Pourquoi? Bah parce que moi, je veux garder ma fille avec moi, je veux l'élever, et puis c'est tout à fait logique. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prêt à obtenir une garde partagée tout de même? Ça peut pas se faire. Moi, j'en ai parlé avec Josée l'autre jour, elle l'a admis aussi, on peut pas faire une garde partagée à 5000 km de distance.
C'est tout rouge. Ouais, elle me manque beaucoup. C'est ma fille. José a encore une chance de récupérer la garde de son enfant. Lorsque le tribunal français tranchera la question du divorce, elle sera représentée là-bas par un avocat de l'aide juridique française. Nous lui avons parlé au téléphone. Il faut bien dire qu'elle se présente devant le tribunal avec un handicap. Un désavantage, c'est que actuellement, c'est le mari qui s'est vu confier la garde de l'enfant. Oui. Ensuite, Madame Verville a abandonné le domicile conjugal en France, sans y être autorisée auparavant par le juge français. Alors, est-ce qu'il est encore possible pour José Verville d'obtenir la garde de sa fille? Ça va être très difficile. Le temps qui passe est un handicap parce que l'enfant s'habitue de plus en plus à être élevé en France et par son père. T'es pas prête à faire la concession d'aller vivre en France un tout petit bout de temps pour avoir ta fille? Pas du tout. J'ai pas envie de retourner dans une enfer, comme j'ai dit tout à l'heure, de retourner dans une enfer et en présence d'Olivier Pierremont et puis en présence de tout le monde qui est autour. Pour moi, c'est vraiment intolérable. L'enveloppe, Même si ses craintes ne semblent pas être fondées, José a peur d'être accusée d'enlèvement si elle retourne en France. Et parce qu'elle refuse d'y aller, son avocat québécois, Maître Jean Lassonde, a décidé de ne plus la représenter. La décision de José de ne pas établir ce contact-là, actuellement, par quelque moyen que ce soit, c'est sûr, rend la tâche plus difficile au niveau de sa demande de garde. En gros, ça, c'est des procédures judiciaires. Maître Lassonde s'est tout de même fait payer des honoraires de 3 800 $, ce qui a considérablement réduit les 6 000 $ du Fonds de défense José Verville. Aujourd'hui, José n'a plus d'avocat au Québec. Je me sens mal informée, je me sens... je connais rien, je sais pas où aller. Faut que je monte mon dossier, je sais pas comment le monter non plus. Qui était supposé d'être déjà monté, ce dossier-là, puis qui n'est pas monté. Donc, j'essaie de le monter par moi-même. Et je me sens impuissante aussi, parce que bon, c'est sûr que je serai pas là-bas, parce que moi, j'ai peur de mon mari aussi, il faut pas l'oublier. J'ai peut-être encore des chances à avoir la garde de mon enfant, mais j'en suis pas confiante quand même, je veux dire, dans le sens que ça se pourrait aussi que je l'aille pas du tout. Mes espoirs sont très minces. Son lit, il est déjà en haut, sa chambre est déjà toute faite. Je suis déjà prête à la recevoir. J'ai toujours espoir de la revoir un jour. Triste histoire. Il y a une question que je me pose, j'ai l'impression, Linda, que nos téléspectateurs se posent exactement la même question. Pourquoi est-ce qu'elle ne va pas en France? C'est sûr que ça peut paraître étonnant parce qu'en France, on parle français, on a une culture relativement proche de la culture française, mais ce qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut essayer de comprendre dans le cas de José, c'est que pour elle, aller en France, c'est confronter une culture étrangère, une justice étrangère devant laquelle elle se sent totalement impuissante et totalement dépunie.